Bemba, nous vous écoutons. Le débat sur les crimes contre l'humanité est entré dans ce prétoire par la grande porte. La preuve, c'est que toutes les parties l'ont abordé. Les parties civiles, les ministères publics, il nous revient aujourd'hui l'avantage de le faire. Mais auparavant, que n'a-t-on pas dit à ce propos? Entreprise de banalisation des crimes nazis, opération de diversion, amalgame, que sais-je encore. Les parties civiles elles-mêmes, à l'audience du 18 juin, nous ont apporté leur contribution en disant, à propos des crimes contre l'humanité, ne pas trop restreindre, ne pas trop étendre. Mais ne pas trop restreindre, ne pas trop étendre, par rapport à quoi? Y a-t-il une base en deçà de laquelle on peut dire que tel crime ne remplit pas les conditions nécessaires pour être qualifié de crime contre l'humanité, et une base au-dessus de laquelle il n'y a plus de crime contre l'humanité? Cette démarche me paraît quelque peu contestable, parce qu'il me semble que pour parvenir à une définition qui me paraisse un peu plus conforme à la réalité, il est bon de partir d'une situation concrète, de définir à partir de cette situation concrète une solution qui puisse refléter cette situation concrète, de revenir à d'autres manifestations de la situation concrète, et dans ce mouvement incessant de la situation concrète à la définition, parvenir à un moment donné à une définition qui puisse refléter non sa conception subjective des choses, mais la réalité objective des phénomènes et des choses. C'est la raison pour laquelle, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, j'ai voulu aborder avec vous aujourd'hui l'examen de ce débat en m'appuyant sur deux cas. Le premier cas a pour cadre le Congo, le deuxième, Madagascar. C'est à dessein que j'ai choisi ces deux cas. Le premier a trait à ce qui s'est passé à l'occasion de la construction du chemin de fer Congo-Océan. Nous sommes, Monsieur le Président, dans les années 1930. Et 1930 doit vous rappeler quelque chose. C'est l'émergence du nazisme. Monsieur le procureur général vous a dit dans quelles conditions cette idéologie a été mise en place. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est le contexte historique de cette idéologie, l'environnement international. Le nazisme n'est pas tombé du ciel, c'est un produit historique. Il faut donc le situer dans son contexte historique pour se demander si les événements, la situation qui a prévalu à son émergence n'ont pas inspiré les auteurs de cette idéologie. C'est la raison pour laquelle j'ai pris à dessein cet exemple de 1930, la construction du chemin de fer Congo-Océan. 1947, Madagascar. Vous savez que dans la nuit du 29 au 30 mars 1947, un mouvement important intervient à Madagascar et la question ici sera de savoir si, 2 ans après la victoire, 1 an après Nuremberg, nous avons nous-mêmes tiré les leçons pour que ce qui s'est passé durant 39-45, pour que le jugement de Nuremberg ait pu être considéré comme quelque chose de positif, afin que ce qui s'est passé à ce moment-là ne puisse pas se produire ailleurs. Pensez-vous que ce qui s'est passé au Congo, quelques 2 ans, 3 ans avant l'arrivée du nazisme, ce traitement des gens comme des bêtes, ce sont des bêtes qu'on met sur des chalands à dos rond, qui n'ont pas de couverture, qui font 15 jours, 20 jours sans manger, qui ne peuvent pas boire,
qui n'ont pas le droit de manger, qui font 502 kilomètres à pied, qui meurent parce que c'est promis, c'est programmé leur mort. Ces gens-là, messieurs, ne pensez-vous pas que ce traitement-là a pu, je ne sais pas à quel degré, inspirer ceux qui ont triomphé, si j'ose dire, en Allemagne dans les années 1933? Hitler avait dit lui-même qu'il va coloniser l'Europe. Le mot n'est pas de lui, la colonisation. Il a emprunté quelque part, mais où? Est-ce que ceux qui ont appliqué certaines méthodes coloniales n'ont pas leur part de responsabilité dans la formation de l'idéologie nazie? Est-ce que vous pensez que toutes les pratiques nazies sont totalement différentes des pratiques coloniales? C'est la question que je vous pose d'abord lorsque vous entrerez en salle de délibéré pour statuer sur le cas d'Arbre. Et la deuxième question. Est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, que ce qui s'est passé à Madagascar en 1947 nous autorise de juger Barbie avec toute la conscience tranquille? Nous sommes 2 ans après la guerre 39-45, 1 an après Nuremberg. Je vous ai dit en quelques mots cette situation affreuse de 1947 à Madagascar, parmi lesquels des mutilés de guerre, des résistants, plus de 30 000 ont été massacrés. Lorsqu'on s'est comporté comme cela 2 ans après 39-45, 1 an après Nuremberg, je vous pose la question. Est-ce que nous avons la conscience tranquille pour juger Barbie? Troisièmement, je voudrais cette fois-ci terminer sur un point qui me touche personnellement. Lorsque j'avais été consulté pour prendre la défense de Barbie, la première personne à qui j'avais fait part de cette situation fut naturellement mon épouse. Sa réaction immédiate a été négative, bien sûr. Et puis, 2-3 mois après, elle me dit une chose qui m'a profondément marqué. Elle me dit, si tu allais à Lyon, rendre visite à Barbie et apprécier à partir de ce contact la place actuelle de l'idéologie nazie dans la tête de ce personnage, ne penses-tu pas que ça devrait être la meilleure façon de dire oui ou non? Monsieur le Président, lorsque ce jour je fus accompagné de Jacques Vergès à la prison Saint-Joseph pour rendre visite à Barbie, j'allais dominé par ce dialogue avec mon épouse. J'entrais dans cette salle. Je vis Barbie. Dès qu'il m'a vu, il avait déjà été informé par Vergès que je passerais le voir le lendemain, se lever, venir droit vers moi, me saluer des 2 mains, de ce salut qui chez nous est considéré comme la manifestation d'un respect pour l'homme. Je pense que lorsqu'il me serre, me tend cette main, je me demande à ce moment-là, à qui ai-je affaire? Il me dit simplement ceci: merci maître, merci d'être venu, merci pour votre plaidoyer. Je m'assieds, le reste, c'est le secret professionnel, je n'en dirai pas un mot. Je comprends que la salle ait pu réagir à ce que j'ai énoncé, peut-être parce qu'ils ne vivent pas la même situation que moi. Mon confrère Berman, dans sa plaidoirie, m'avait interpellé ici, en évoquant ce souvenir d'Hitler qui, en 1936, au stade de Berlin, pour ne pas avoir à serrer la main de Jesse Owens, qui venait de remporter sa course, préféra se lever, il claqua la porte de la tribune et partit. Mon cher confrère, vous venez un peu tard dans ma conscience. Ces faits-là, je les ai vécus et je continue à les vivre.
de telle sorte que votre interpellation, vraiment, croyez-moi, elle est venue bien tard. Je vais terminer par un espoir, un message d'espoir. J'espère que, au terme de ces débats, pour lesquels toutes les parties sont tombées d'accord pour dénoncer la cruauté du nazisme, que peut-être nous commencerons par extirper en nous, j'allais dire, les restes de quelque chose qui se rapproche un peu du racisme, pour que demain, tous les opprimés, tous ceux qui ont souffert du racisme, juifs, arabes, noirs, résistants, vietnamiens et d'autres, nous puissions faire front et nous présenter devant tous les régimes qui appliquent des politiques identiques, chacun avec sa pancarte, qui est la pancarte des enfants d'Isieux, qui est la pancarte de Soweto, chacun avec la pancarte manifestant le massacre, pour dire à ces régimes une seule phrase: plus jamais ça. Maître Mbamba, la Cour vous remercie. L'audience est suspendue 20 minutes.